Voici la vraie raison pour laquelle les baby boomers prennent leur retraite. La génération la plus prépondérante de France arrive à l'âge de la retraite, et une partie d'entre elles n'a plus rien. Selon la DREES, plus de 40% des Français âgés de 55 à 64 ans n'ont aucune épargne disponible. Et parmi ceux qui ont réussi à mettre de côté, le montant médian ne dépasse pas 20 000 €. En appliquant la règle des 4%, cela représente à peine 650 € par mois. Ajoute une pension moyenne d'environ 1 400 €, soustrait le coût du logement, l'alimentation, l'énergie, et il reste tout juste de quoi survivre. Pas de quoi profiter de la retraite, à peine de quoi respirer. Résultat, de plus en plus de seniors français continuent de travailler après 65 ans. En 20 ans, leur part a presque doublé, passant d'environ 9 à plus de 17%. Et c'est un choc, parce que cette génération, celle des baby-boomers, était censée avoir tout. Le plein emploi, l'immobilier abordable, les carrières longues et les promesses de sécurité sociale. Alors, comment la génération la plus favorisée de l'histoire de France a-t-elle fini par se retrouver dépendante de ses enfants ou forcée de reprendre un emploi à 70 ans? Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire cachée derrière cette chute. Parce que les baby-boomers ne se sont pas réveillés fauchés à 65 ans par hasard. C'est le résultat de plusieurs décennies de politique, de décisions économiques et d'illusions collectives, répétées encore, et encore, et encore. Et pour comprendre cela, il faut d'abord revenir au début, car l'idée même de la retraite en France est bien plus récente et bien plus fragile que tu ne le penses. Il fut un temps où vieillir signifiait simplement continuer à travailler. Aujourd'hui, la retraite paraît évidente. Tu travailles, tu cotises, tu profites ensuite de tes années tranquilles. Mais cette idée, que tout le monde considère comme un droit fondamental, est en réalité très récente. Pendant des siècles, vieillir ne signifiait pas se reposer. Cela voulait dire tenir jusqu'à la fin. Tu mourais souvent là où tu avais toujours travaillé, à la ferme, à l'usine ou dans ton atelier. En France, jusque dans les années 1940, il n'existait aucune garantie collective pour la vieillesse. Les plus chanceux comptaient sur leur famille. Les autres, sur la charité. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que la France invente ce qu'elle appelle la retraite pour tous. En 1945, le Conseil national de la résistance crée la sécurité sociale. Un système ambitieux censé protéger les travailleurs du berceau à la tombe. Mais cette promesse n'était qu'un prototype. L'espérance de vie moyenne dépassait à peine 66 ans. Et l'âge légal de départ était fixé à 65 ans. Autrement dit, la plupart ne profitèrent de leur retraite que quelques mois, ou pas du tout. Le système était équilibré pour une raison simple, très peu de gens vivaient assez longtemps pour en profiter. Puis, tout a changé. Les 30 glorieuses ont explosé la démographie, la santé, la longévité. L'espérance de vie a gagné plus de 15 ans en une génération. Le pays a inventé un nouveau rêve collectif, le droit au repos. Mais il ignorait encore que ce rêve allait devenir un fardeau. Année après année, les chiffres se sont inversés. En 1950, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il n'en reste à peine plus d'1 et demi. Autrement dit, la promesse initiale de 1945, les jeunes paieront pour les vieux, fonctionne tant que les jeunes sont nombreux. Mais que se passe-t-il quand le pays vieillit? Quand la pyramide s'inverse? Quand ceux qui cotisent deviennent minoritaires? Le résultat, tu le connais? Des caisses en tension permanente, des réformes à répétition, des retraites repoussées et une génération entière qui ne comprend plus où part son argent. Ce que nos grands-parents considéraient comme une victoire sociale est devenu une dette démographique. Chaque Français qui part à la retraite aujourd'hui s'appuie sur la promesse que quelqu'un d'autre prendra le relais demain. Mais cette promesse repose sur une base qui s'effrite. La vérité, c'est que le système de retraite n'a jamais été conçu pour un monde où tout le monde vivrait jusqu'à 85 ans. C'était un rêve temporaire, devenu une norme permanente. Ce que les premiers retraités ont vécu comme une libération, leurs enfants allaient le vivre comme une malédiction, parce que la génération suivante, celle des baby-boomers, est née au cœur de cette illusion. Le travail assure la sécurité, et l'État veille sur chacun. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur confort allait devenir la cause même de leur chute. Les boomers sont nés au moment exact où la retraite est devenue un rêve collectif. Mais un rêve qu'ils allèrent confondre avec une garantie éternelle. Ils sont nés au moment exact où tout semblait possible. Mais personne ne leur a dit que tout avait déjà commencé à se fissurer. Les baby-boomers naissent dans un pays en pleine renaissance. La guerre est finie, l'économie redémarre
et la France découvre la croissance infinie. C'est l'époque des 30 glorieuses. Tout grimpe, tout s'achète, tout s'imagine. Le chômage est quasi inexistant. Les usines tournent, les salaires augmentent et les familles s'agrandissent. Entre 1950 et 1975, la productivité française triple. Les salaires réels doublent, le logement est bon marché, le crédit facile et l'avenir garanti. Et pour la première fois, l'idée d'une vie meilleure que celle de ses parents devient normale. Les boomers ne vivent pas une ascension, ils naissent au sommet. Le miracle économique des 30 glorieuses repose sur une promesse implicite. Travail dur, l'État s'occupera du reste. L'État-providence se construit comme une tour d'acier. Protection sociale, école gratuite, sécurité de l'emploi, retraite assurée. Les entreprises embauchent à vie, les banques prêtent facilement, les salaires progressent avec l'ancienneté. Tout semble logique, juste, durable. Mais derrière cette stabilité se cache une erreur fondamentale de perception. Les boomers confondent sécurité et immuabilité. Ils croient que ce monde-là ne changera jamais, qu'il suffit de suivre le chemin tracé. Études, emploi stable, achat d'un logement, cotisation, retraite. Ils ne voient pas encore que ce modèle dépend d'un contexte exceptionnel. Un pays jeune, des marchés fermés, une croissance mondiale ininterrompue. Un contexte qui ne se reproduira plus jamais. Dans cette période bénie, tout semble fonctionner automatiquement. Les parents voient que leur pouvoir d'achat grimper d'année en année, les enfants grandissent dans l'abondance. C'est la première génération où l'on peut consommer sans culpabilité. Télévision, électroménager, automobile, la prospérité devient une habitude. Mais cette habitude a un coût psychologique. Elle crée une illusion de sécurité permanente. Personne ne se demande si le système peut casser, parce qu'il n'a encore jamais cassé. Les entreprises promettent des carrières linéaires. Les syndicats garantissent la stabilité. Et l'État veille. Bref, tout ce qui peut échouer semble protégé. C'est cette absence de peur qui rendra la chute si brutale. Ce qui rend cette génération fascinante, c'est qu'elle n'a pas eu besoin de lutter pour le confort qu'elle a reçu. Elle est née dans un monde qui venait d'être reconstruit, mais elle l'a cru acquis pour toujours. Les boomers ont grandi avec la conviction que l'effort individuel suffisait à garantir le bonheur collectif. Et pourtant, dans les fondations de ce modèle parfait, le temps commençait déjà à gronder. Les coulées sociaux augmentaient, les inégalités se creusaient et la démographie allait bientôt renverser les équilibres. Mais personne ne s'en rendait compte. Le rêve français avançait, trop sûr de lui, sans savoir qu'il marchait sur un fil. Il ne le savait pas encore, mais cette génération qui croyait détenir la formule du bonheur allait bientôt être la première à la voir s'effondrer sous ses pieds. Parce qu'à la fin des années 60, le moteur du plein emploi s'arrête brutalement. Les premiers licenciements apparaissent, l'inflation explose, et la France découvre un mot qu'elle n'avait plus entendu depuis des décennies, crise. Les boomers pensaient que la croissance durerait toujours, mais au moment où ils sont entrés dans la vie active, le marché, lui, s'est arrêté de respirer. Et si ton argent cessait, du jour au lendemain, de grandir? Quand les baby-boomers entrent sur le marché du travail, tout semble encore possible. Ils ont grandi avec la promesse d'un futur radieux, mais ce futur va s'effondrer au moment même où ils commencent à le construire. Dès le début des années 70, la France change brutalement de visage. Les usines ferment, les prix flambent, le chômage apparaît. La croissance infinie devient un souvenir. Le pays découvre ce que personne n'avait anticipé. Le plein emploi peut mourir. La crise pétrolière de 1973 frappe le cœur de l'économie mondiale. L'inflation dépasse les 10%. Le franc est dévalué. Les épargnants voient leurs économies fondre et pour la première fois depuis la guerre, les Français doutent de leur avenir. Pendant presque 30 ans, les boomers avaient grandi dans un monde où l'argent semblait se multiplier tout seul. Mais entre 1975 et 1985, l'économie française entre dans une période qu'on appellera plus tard la décennie grise. Les salaires stagnent, le chômage explose. De 300 000 chômeurs en 1970, on passe à plus de 2 millions en 1985. La bourse, elle, n'avance plus. Entre inflation et crise énergétique, les rendements réels sont proches de zéro. Pour une génération qui croyait que l'argent travaille pendant que tu dors, c'est une claque. Les boomers découvrent qu'ils peuvent épargner, investir, cotiser et perdre quand même. À cette époque, les Français découvrent un mot qu'ils n'aimaient pas prononcer, la spéculation. Les journaux parlent de marchés instables, de crise du capitalisme. Résultat, la peur s'installe.
Les jeunes salariés, eux, se détournent de la bourse. En 1980, seuls 4% des Français possèdent des actions. Investir devient presque suspect, comme si jouer en bourse revenait à trahir la classe moyenne. Les boomers, qui auraient dû être les bâtisseurs de la culture financière moderne, deviennent une génération de méfiance. Ils n'investissent pas. Ils épargnent, ils attendent, et sans le savoir, ils laissent passer leurs années les plus précieuses pour faire fructifier leur argent. Ce que cette génération vit à ce moment-là, ce n'est pas qu'une crise économique. C'est un traumatisme psychologique. Les boomers associent désormais le risque à la perte et la prudence à la survie. Ils se replient sur le concret, la pierre, les livrets, la sécurité de l'emploi. Mais à force de chercher la stabilité, ils vont se priver de la seule chose qui crée la liberté financière, le temps. Car en choisissant d'attendre le bon moment pour investir, ils laissent passer leur décennie d'or, celle où la magie des intérêts composés agit le plus fort. Et ce temps-là ne reviendra jamais. Pendant presque 20 ans, les boomers ont évité la bourse. Mais le système, lui, n'allait pas leur laisser le choix, parce que bientôt, l'État et les entreprises allaient leur dire « Vous n'avez plus le droit de vous méfier. Vous allez devoir investir, que vous le vouliez ou non. » Après 20 ans de méfiance, l'économie a trouvé une solution simple. Si les gens refusent d'investir d'eux-mêmes, alors on les y obligera. Ils ne voulèrent pas jouer, mais le système les a forcés à miser leur avenir. Dans les années 80, les baby-boomers ont une certitude. La retraite est un droit, pas un pari. Ils travaillent, cotisent et s'attendent à ce que l'État tienne sa promesse. Mais lentement, sans bruit, les règles du jeu se mettent à changer. Les entreprises, étranglées par les coûts des pensions, commencent à reculer. L'État, lui, découvre que le nombre de retraités explose plus vite que le nombre d'actifs. Résultat, le système devient insoutenable. Et au lieu de l'admettre ouvertement, on trouve une autre idée. Une idée beaucoup plus subtile. Transférer le risque à ceux qui cotisent. Autrement dit, ce n'est plus à l'État de garantir ta retraite. C'est à toi de la construire. Entre 1980 et 2000, la France bascule discrètement d'un système de protection vers un système de responsabilité individuelle. Les réformes se succèdent. 1993. Allongement de la durée de cotisation. 2003. Introduction des régimes par points et incitation à l'épargne privée. 2010. Suppression des avantages de certaines caisses d'entreprise. L'idée, à chaque fois, reste la même. Tu dois prévoir, toi-même, ton futur. Les banques et les assureurs flairent l'opportunité. On voit apparaître les plans d'épargne retraite, les assurances-vie et des campagnes publicitaires à la télévision qui vendent l'investissement comme un devoir moderne. Mais derrière cette révolution se cache une vérité brutale. Le risque ne disparaît pas. Il change simplement de main. En une décennie, les Français deviennent sans le savoir des acteurs des marchés financiers. Les salaires stagnent, mais les produits d'épargne explosent. L'argent des ménages quitte les comptes courants pour aller alimenter les marchés boursiers via les fonds communs, les PER, les SICAV, les actions détenues indirectement. Mais la plupart n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Ils signent, épargnent, cochent des cases sans savoir où leur argent va, ni ce qu'ils financent. Et la majorité ne comprend pas la règle du jeu. Quand tout va bien, tu gagnes lentement. Mais quand tout s'effondre, tu perds brutalement. En croyant sécuriser leur avenir, des millions de boomers viennent d'entrer dans le plus grand casino économique jamais inventé. Ce basculement n'a pas eu lieu dans la douleur, mais dans la confiance. L'État disait « Prépare ton futur ». Les banques ajoutaient « On s'occupe de tout ». Les boomers ont cru à cette alliance, mais c'était une illusion. Parce que la logique même du système avait changé. Avant, tu travaillais et tu recevais. Maintenant, tu travailles, tu mises et tu espères. Ce qui devait être une sécurité sociale est devenu une sécurité conditionnelle. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que personne ne leur a jamais expliqué les règles du jeu qu'ils venaient d'intégrer. Pendant des décennies, les boomers ont fait ce qu'on leur demandait, travailler, cotiser, investir un peu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le monde dans lequel ils investissaient n'était plus stable. Leurs économies allaient être testées, leurs croyances brisées. Et leur patience, bientôt trahie. Ils ont cru bien faire, ils ont obéi aux règles, écouté les conseils, et pourtant, ce sont ces 3 décisions-là qui ont signé leur perte. Ce n'est pas le manque d'argent qui les a ruinés, c'est le manque de lucidité. À ce moment de l'histoire, les baby boomers ont tout ce qu'il faut pour réussir. Ils ont un emploi, une maison, des années de croissance derrière eux. Et pourtant, la majorité d'entre eux se dirigent droit vers la ruine sans le savoir.
Pourquoi? Parce qu'ils ont pris 3 décisions qui, à l'époque, semblaient parfaitement logiques. 3 décisions qui les ont condamnés à une chose, vieillir sans sécurité et mourir sans liberté. Les boomers ont eu la malchance d'arriver à l'âge adulte, pendant l'une des périodes les plus instables du siècle. Crise pétrolière, inflation record, chômage de masse, tout ce qui pouvait freiner la croissance s'est enchaîné entre 1975 et 1985. Pendant plus de 10 ans, l'épargne rapportait moins que l'inflation. Autrement dit, chaque franc mis de côté valait moins d'une année sur l'autre. Résultat, ils n'ont pas investi, ils ont attendu. Mais ce que cette génération ne savait pas, c'est qu'en matière d'argent, attendre, c'est perdre. Leur premier investissement, c'était la méfiance. Les boomers ont grandi dans le modèle de leurs parents. Tu travailles, tu cotises, tu auras une retraite. Ils ont cru que cette équation tiendrait éternellement. Mais dès les années 80, les signaux d'alerte étaient dans partout. Les pensions d'entreprise disparaissaient. Les caisses commençaient à se vider. Les réformes repoussaient petit à petit l'âge légal. Et malgré tout, la majorité n'a pas bougé. Parce qu'ils ont confondu stabilité et immortalité. Ils ont pensé « le système tiendra » parce qu'il a toujours tenu. Mais les systèmes ne tiennent que quand les conditions restent les mêmes. Et celles du monde d'après-guerre avaient déjà disparu. La plus grande erreur, celle qui coûte le plus cher, c'est celle du temps perdu. Les boomers ont retardé le moment d'investir, par peur, par ignorance ou simplement par confort. Ils se sont dit « j'épargnerai quand j'aurai plus. J'investirai quand j'y comprendrai quelque chose. Je verrai plus tard. » Mais plus tard n'existe pas. Et dans le monde de la finance, le temps est le seul actif qu'on ne peut pas racheter. S'ils avaient commencé à 25 ans, avec 100 € par mois placés dans un indice mondial, leurs économies auraient aujourd'hui dépassé 400 000 €. Mais en commençant à 40 ans, le même effort ne vaut plus qu'environ 130 000 €. Le prix de l'attente, 270 000 € perdus. Sans crise, sans arnaque, juste à cause du temps. Ces 3 erreurs combinées ont créé une génération entière bloquée dans le passé. Ils ont travaillé plus longtemps, gagné plus que leurs parents, mais accumulé beaucoup moins. Et le pire, c'est qu'ils ont transmis leur modèle à ceux qui viennent après eux. Fais comme nous, sois prudent, épargne plus tard. Résultat, 2 générations différentes, mues par la même illusion. Le système nous protégera. Mais la vérité, c'est que personne ne protège ceux qui ne se protègent pas eux-mêmes. Ce qui a condamné les boomers, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la crise, c'est la peur. La peur de faire différemment, la peur de sortir du modèle familial, la peur de se tromper, et donc de ne rien faire. Et comme souvent, la peur d'agir a coûté plus cher que toutes les erreurs qu'ils auraient pu commettre. C'est ça, la vraie tragédie. Ce n'est pas un système injuste, c'est une génération qui a cru qu'elle pouvait attendre éternellement. Ironie du sort. Au moment où ils allaient enfin comprendre comment s'enrichir, le monde, lui, s'apprêtait à les piéger une dernière fois. Car après 20 ans de stagnation, la bourse allait exploser. Les rendements s'envoleraient, et les boomers, pour la première fois, allaient se jeter dedans avec espoir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le marché qu'ils allaient enfin embrasser allait bientôt les trahir. Après 20 ans de stagnation, la bourse se remet à grimper. Et cette fois, les boomers se disent « c'est notre tour de devenir riches ». Sauf que non. Ce sera le début de la plus belle illusion de leur vie. Quand tout le monde a cru que l'argent était enfin facile, le piège s'est refermé. Après 20 ans de désillusion, la France entre dans une nouvelle ère. La bourse remonte, les taux d'intérêt chutent, la croissance revient. Pour la première fois depuis 2 décennies, le pays semble respirer à nouveau. Les journaux célèbrent la nouvelle économie, les marchés battent des records et les boomers, devenus quadragénaires ou quinquagénaires, retrouvent enfin confiance. Ils se disent « cette fois, c'est la bonne. Cette fois, notre argent va travailler pour nous ». Entre 1990 et 2000, le CAC 40 triple de valeur. Les fonds d'investissement se multiplient, les publicités pour l'assurance vie envahissent les écrans. Et les Français découvrent un mot qui sonne comme une promesse. Bulle. Mais à l'époque, personne ne se doute encore qu'une bulle. Ça éclate. Le monde entier vit alors une sorte d'euphorie collective. La mondialisation s'accélère, Internet apparaît, et les marchés semblent-ils bénis des dieux. Les rendements atteignent des sommets, les courbes ne font que grimper, et les économistes promettent une nouvelle ère de prospérité éternelle. Les boomers, qui avaient repassé la moitié de leur vie à douter du système, se reconvertissent soudain en investisseurs enthousiastes. Ils achètent, épargnent, réinvestissent.
les magazines financiers leur vantent le rêve des millionnaires de la bourse. Mais derrière cette euphorie, la réalité reste la même. Les entreprises n'ont pas toutes des profits réels. Les valorisations s'envolent sans fondement, et l'économie mondiale repose sur une croyance irrationnelle. Cette fois, ce n'est pas une bulle. Pour les baby-boomers, cette période ressemble à une revanche sur le destin. Après avoir vu la stagnation des années 70 et 80, ils croient enfin participer à la grande fête du capital. Certains deviennent propriétaires de leur résidence secondaire, d'autres investissent dans des fonds dynamiques, et quelques-uns rêvent même de prendre leur retraite plus tôt. Mais ils ignorent qu'ils arrivent au banquet quand le dessert est déjà servi. Leur entrée dans la bourse coïncide avec la fin du cycle haussier. Ils investissent au plus haut, sans avoir jamais connu la chute. Et ce manque d'expérience sera fatal. En voulant rattraper 20 ans de retard, ils vont se jeter tête baissée dans la prochaine tempête. Cette période est tragique, parce qu'elle est belle. Les boomers n'agissent pas par avidité, mais par espoir. Ils veulent simplement rattraper le temps perdu. Mais la vie a cette ironie cruelle. C'est souvent au moment où tu crois enfin avoir compris le jeu, que les règles changent. Les boomers se mettent à croire que la bourse est juste, que l'économie récompense la patience et que tout est sous contrôle. Ils ont attendu la stabilité toute leur vie. Et quand elle semble enfin là, ce n'est qu'un mirage avant la tempête. Le rêve touche à son apogée, l'argent coule à flot, tout le monde gagne. Mais bientôt, une simple ligne de code, un mot sur un écran, va tout faire s'effondrer. L'ère des .com est sur le point d'exploser. Et ce que les boomers croyaient être leur seconde chance va devenir leur dernière erreur. Ils avaient enfin retrouvé la foi. Mais le marché, lui, n'avait aucune pitié. En moins de 10 ans, 2 tempêtes allaient pulvériser leurs rêves, leurs économies et leurs certitudes. Quand ils ont enfin cru que tout irait bien, le monde leur a rappelé que rien n'est éternel. À la fin des années 90, tout semblait parfait. Les marchés explosaient. Internet promettait une révolution. Et les boomers, longtemps sceptiques, croyaient enfin tenir leur revanche. Puis, sans prévenir, tout s'effondre. En 2000, la bulle Internet éclate. Le Nasdaq américain perd près de 78% de sa valeur. En Europe, les marchés suivent à la même trajectoire. Des milliers d'investisseurs voient leurs économies disparaître en quelques mois. En France, l'indice CAC 40 s'effondre de plus de 50% entre 2000 et 2003. Pour ceux qui venaient tout juste d'investir, c'est une douche glacée. Le rêve du nouvel âge d'or vient de s'éteindre. Cette première chute n'est pas un hasard. Elle est la conséquence directe d'une croyance. Celle que la technologie allait abolir les cycles économiques. Tout ce qui touchait à Internet valait de l'or. Des entreprises sans bénéfices, parfois sans produits, valaient des milliards en bourse. Des publicités promettaient la liberté financière grâce à l'innovation. Mais la réalité, elle, ne se nourrit pas de promesses. Quand la bulle a éclaté, les marchés ont rappelé à tout le monde une leçon vieille comme le monde. Ce qui monte trop vite finit toujours par retomber. Les boomers, qui venaient de regagner confiance, se sont retrouvés face à une nouvelle peur, celle de tout reperdre. Pour beaucoup, cette première crise a été un électrochoc. Les économies patiemment reconstituées s'envolent. Les fonds d'investissement s'effondrent. Et les quinquagénaires découvrent qu'ils n'ont plus 20 ans pour se refaire. Certains décident de tout retirer. D'autres préfèrent tenir bon en espérant une reprise. Mais le plus grand impact n'est pas financier. Il est psychologique. Une génération entière perd à nouveau confiance dans le système. Et juste au moment où elle commence à se relever, la seconde frappe arrive. 8 ans plus tard, le monde traverse une autre tempête, bien plus violente encore. Cette fois, ce n'est pas une bulle Internet, c'est une bulle immobilière et bancaire, née d'un excès de crédit et d'avidité. Quand les subprimes explosent aux États-Unis, la vague atteint la planète entière. En France, le chômage remonte brutalement, le marché immobilier se fige, et le CAC 40 perd à nouveau plus de 50% de sa valeur. Les entreprises licencient massivement. Les plans de retraite complémentaires sont gelés, et les quinquagénaires, à quelques années de la retraite, voient leur patrimoine fondre de moitié. C'est la seconde claque. La plus dure, celle qui laisse des traces définitives. Derrière les chiffres, il y a des vies. Des couples qui vendent leur maison. Des retraités qui reprennent un emploi pour survivre. Des familles qui voient des décennies d'efforts s'effondrer du jour au lendemain. Les boomers ne sont pas seulement ruinés, ils sont épuisés. Ils ont fait tout ce qu'on leur avait demandé. Travailler, cotiser, investir, croire au système. Et malgré tout, ils se retrouvent au point de départ. C'est à ce moment-là que beaucoup ont compris,
La sécurité n'existe pas. Pas dans l'économie, pas dans la bourse, pas même dans la retraite. Quand la poussière retombe, les boomers ont tout perdu, sauf le travail. Et c'est bien là le drame. À 60 ans passés, ils doivent recommencer à zéro. Mais à cet âge, le temps n'est plus un allié. Leur capital s'est envolé, leur santé décline, et la retraite qu'ils attendaient, comme une délivrance, devient désormais une punition. Après 2 effondrements, les boomers ont tenté de reconstruire. Mais à 60 ans passés, le temps n'était plus un allié. Et la vérité, c'est qu'il était déjà trop tard. Ils ont passé leur vie à préparer demain, et se sont réveillés sans aujourd'hui. Au lendemain des crises, le silence, plus de promesses, plus de miracles. Seulement la réalité nue, des comptes vides, des années perdues, et une retraite qui n'a plus rien d'un repos. En 2010, la plupart des baby-boomers français ont entre 55 et 60 ans. Ils découvrent qu'après 40 années de travail, leur patrimoine n'a rien à voir avec celui de leurs parents. Leur maison est parfois payée, mais leur épargne fond face à l'inflation, et leur capital retraite moyen dépasse à peine 122 000 €, ce qui, selon la règle des 4%, ne leur offrirait que 400 € par mois à vie. 400 € pour une vie entière de travail, de cotisation et de confiance dans un système qui promettait la sécurité. Le plus grand ennemi des boomers n'a pas été la crise, c'est le temps. Pendant des décennies, ils ont reporté l'essentiel. Ils ont épargné trop tard, investi trop tard, compris trop tard que la retraite n'était pas une destination, mais un calcul. Leur capital financier n'a pas eu le temps de croître, et leur capital humain, leur énergie, leur capacité à se réinventer, s'est épuisé. Ils sont arrivés à la fin du jeu au moment précis où les règles changèrent pour de bon. Des carrières plus courtes, des salaires qui stagnent et des pensions qui fondent. C'est le paradoxe de cette génération. Elle a travaillé toute sa vie pour se libérer du travail et doit maintenant continuer à travailler pour survivre. En France, un retraité sur 4 continue de travailler. Certains par choix, mais la majorité par nécessité. Des anciens cadres deviennent chauffeurs, VTC. Des professeurs font du soutien scolaire. Des artisans reprennent quelques heures pour arrondir. Et dans les grandes surfaces, on voit des visages fatigués, debout derrière des caisses, saluant des clients plus jeunes qui ne les remarquent même plus. C'est ça, la nouvelle image de la retraite. Pas le repos, mais le prolongement de l'effort. Et le plus cruel, c'est qu'on leur dit que c'est normal, qu'il faut rester actif. Comme si travailler à 68 ans était devenu une vertu morale. Ce que ressentent beaucoup de boomers aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir su, de ne pas avoir compris à temps, que la stabilité était une illusion. Ils ont cru au mythe de la sécurité collective. Ils ont fait confiance à la promesse de l'État, au conseil des banques et au modèle de leurs parents. Mais ce modèle, lui, avait déjà disparu. Et maintenant, il n'y a plus de seconde chance. Parce qu'en matière de finances, le temps perdu ne se rattrape jamais. Ce n'est pas une punition, c'est une loi naturelle, celle du compounding. Tu peux tout reconstruire, sauf le temps. Pour les boomers, le constat est simple. Ils sont trop jeunes pour mourir, mais trop vieux pour recommencer. Et dans un monde où les prix explosent, où les retraites reculent et où la longévité devient un fardeau, ils découvrent une nouvelle vérité. Être encore vivant ne veut pas dire être libre. Mais ce qui les attend maintenant, c'est pire que le manque d'argent. C'est la perte de sens. Parce que quand tu ne peux plus travailler, mais que tu ne peux pas non plus t'arrêter, tu n'as plus de place dans le système. Ils ont donné 40 ans de leur vie au système. Et maintenant, le système les laisse choisir, continuer à travailler ou apprendre à vivre avec presque rien. Le moment qu'ils attendaient toute leur vie est devenu celui qu'ils redoutent le plus. La retraite. Ce mot qui, pendant 40 ans, signifiait repos, liberté, nouveau départ. Aujourd'hui, il rime avec angoisse, fatigue et peur du lendemain. En 2025, les baby-boomers français ont entre 60 et 79 ans. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, une génération entière découvre ce paradoxe. Ils sont trop vieux pour travailler, mais trop pauvres pour s'arrêter. Leur pension moyenne plafonne autour de 1 400 €. Le coût de la vie, lui, a explosé. Énergie, loyer, alimentation, soins. Et le peu qu'ils ont épargné s'érode chaque année avec l'inflation. Beaucoup ne partent plus à la retraite. Ils y glissent, lentement, sans transition, continuant à travailler un peu, parce qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Ce n'est pas un accident, c'est une mécanique.
Un engrenage qui s'est formé au fil des décennies. Le modèle français de retraite par répartition repose sur une idée simple, les actifs paient pour les retraités. Mais quand il y a 2 fois plus de retraités que d'actifs, l'équilibre se brise. En 1950, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'1,7. Et la génération du baby-boom, la plus nombreuse de toutes, est en train d'achever le déséquilibre. Les caisses se vident, l'État réforme. Et à chaque réforme, on allonge la durée, on repousse l'âge, comme si le problème pouvait être repoussé indéfiniment. Mais derrière les chiffres, il y a une réalité que personne ne veut regarder. On vit plus longtemps, oui, mais pas forcément mieux. Le résultat, tu le vois partout. Dans les supermarchés, derrière les caisses, sur les routes, dans les voitures de livraison, ou encore dans ces bureaux où un homme de 68 ans forme un jeune de 30 pour un poste qu'il occupe encore. Près de 20% des Français de plus de 65 ans travaillent encore. Pas pour le plaisir de rester actifs, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Leurs économies se sont envolées, leurs charges ont explosé, et beaucoup d'entre eux doivent désormais compléter leur pension par des petits boulots. Certains font de la garde d'enfants, d'autres de la location saisonnière, d'autres encore deviennent chauffeurs, livreurs ou hôtesses d'accueil. Des métiers qu'ils n'auraient jamais imaginé faire à cet âge. Et ceux qui ne peuvent plus travailler, ils réduisent tout. La nourriture, le chauffage, les sorties. Ils vivent comme s'ils s'excusaient d'être encore là. Ce que cette génération vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise financière, c'est une crise de dignité. On leur avait promis qu'après avoir donné 40 années de leur vie au travail, ils auraient le droit de se reposer. Mais le système qu'ils ont financé toute leur existence ne leur rend plus ce qu'ils ont donné. Alors, ils se sentent trahis. Pas seulement par l'État, mais par le temps lui-même. Ils ont obéi, ils ont attendu, et au bout du chemin, il n'y a pas la liberté. Il y a le manque. Ce n'est pas une chute spectaculaire, c'est une érosion lente, silencieuse, comme une digue qui cède grain par grain. Et le pire, c'est qu'ils gardent souvent le sourire. Parce que dans cette génération, on ne se plaint pas, on encaisse. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est peut-être ton futur. Car les mêmes causes sont déjà en train de se reproduire. Les mêmes erreurs, les mêmes promesses. Et la génération suivante, la tienne, commence à suivre le même chemin. Moins d'épargne, plus de dettes, plus de dépendance. Les boomers croyant être à l'abri. Ils ont fini prisonniers du système. Mais la vraie question, c'est combien de générations faudra-t-il encore sacrifier avant de comprendre? Après 60 ans de travail, de crises et d'illusions, les boomers nous ont laissé un héritage. Une leçon que personne ne veut encore entendre. Ce qui leur est arrivé est déjà en train de se reproduire. Ce qu'ils ont perdu par naïveté, tu risques de le perdre par ignorance. 60 ans d'histoire viennent de s'achever. Une génération entière a cru à la promesse du progrès infini et s'est réveillée dans un monde qu'elle ne comprend plus. Les baby-boomers avaient tout, le plein emploi, la croissance, la stabilité, les garanties. Mais ils ont tout perdu, non pas par paresse, mais parce qu'ils ont cru que les règles du jeu ne changeraient jamais. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Les jeunes générations vivent avec les mêmes illusions. L'État s'occupera de moi. L'immobilier est toujours sûr. J'ai le temps. Elles ne le savent pas encore, mais elles sont déjà en train de construire leur propre effondrement. Ce que l'histoire des boomers nous enseigne, c'est que le danger ne vient pas des crises, mais de la certitude que le futur sera identique au passé. Chaque génération se persuade que, cette fois, c'est différent. Mais les mécanismes sont toujours les mêmes. La confiance excessive, la délégation de responsabilités et la peur d'affronter la réalité financière. Aujourd'hui encore, le système fonctionne tant que tout le monde y croit. Mais dès que la foi s'effrite, la vérité apparaît. Le modèle n'était pas durable. Il ne l'a jamais été. Les boomers ne nous ont pas seulement légué une dette publique ou un déséquilibre démographique. Ils nous ont légué une leçon invisible, celle que la sécurité promise par les institutions n'existe que tant qu'on ne la remet pas en question. Ils ont vécu dans un monde où la société disait « Ne t'inquiète pas, travaille et tout ira bien ». Mais tout ira bien n'est pas un plan, c'est une prière. Leur histoire nous montre qu'il ne suffit pas d'être prudent. Il faut être conscient, parce que la prudence protège, mais la conscience libère. Il y a 3 vérités que cette histoire nous révèle et que peu de gens ont le courage d'accepter.
La première vérité que cette histoire révèle, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas forcément demain. Les règles changent plus vite que les mentalités. La deuxième vérité que cette histoire nous révèle, c'est que le système est conçu pour te maintenir dépendant, pas pour t'émanciper. Plus tu comptes sur lui, plus il t'enferme. La troisième vérité que cette histoire révèle, c'est que attendre la retraite pour vivre, c'est parier sa vie sur une promesse que personne ne peut garantir. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est dans la manière dont tu marches. Alors, la question n'est plus « Comment les boomers ont-ils fini ruinés ?», mais « Comment toi tu vas éviter de l'être ?» Parce que si cette vidéo t'a montré quelque chose, c'est que l'histoire ne se répète pas. Elle se recycle. Et les pièges du passé reviennent toujours, mais sous de nouvelles formes. Le travail, la retraite, la sécurité, tout cela va encore changer. Et la seule chose qui te protégera, ce ne sera ni l'État, ni ton salaire, ni ton âge. Ce sera ta lucidité. Mais si tu veux comprendre pourquoi ce système a été conçu pour t'épuiser avant de te libérer, attends de découvrir ce qui va suivre. Parce que je vais te montrer comment on fabrique ta dépendance, dès ton premier jour sur les bancs de l'école. Ce contenu n'est pas un conseil financier individuel. Je ne suis pas ton conseiller financier. Ce que tu regardes ici est une analyse éducative et informative basée sur les principes d'investissement de Warren Buffett et sur l'observation des conditions actuelles du marché. Tu restes responsable de tes décisions, de ton argent et de tes risques. Jusqu'ici, tu as vu comment une génération entière a tout eu et tout perdu. Tu as compris que la retraite n'est pas une récompense, mais une illusion conçue pour maintenir le contrôle jusqu'à la fin. Et tu as pris conscience que derrière le travail, les réformes et les chiffres, se cache un système qui ne cherche pas ton repos, mais ton obéissance. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la dernière étape du piège. Parce qu'en réalité, tout commence bien avant ton premier salaire. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de passer à côté du moment où le programme s'est réellement installé. Le moment où l'on ne t'a pas seulement appris à compter, mais à obéir. Il te manque la première pièce du puzzle, celle qui explique pourquoi tu travailles sans te poser de questions, pourquoi tu payes sans jamais te sentir libre, et pourquoi tu continues à attendre que le système te récompense. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir comment la course des rats commence dès l'école, comment chaque sonnerie, chaque note, chaque diplôme a été conçu pour te transformer en travailleur docile, convaincu que sa pauvreté est normale, et même méritée. Sans cette vérité, tu risques de croire que ta cage s'est refermée à 65 ans, alors qu'en réalité, elle s'est construite à 6 ans. Et crois-moi, si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais gagné des années de vie, au lieu de simplement les gagner à travailler. Regarde la suite maintenant, en cliquant sur cette vidéo, avant de replonger dans le cycle. Parce que tant que tu ignores où tout a commencé, tu resteras coincé dans la fin du plan.